rentrée au débat de ce club et à quelques jours du Salon de l'Agriculture. On va parler de l'avenir de la viticulture. D'abord, peut-être un mot avec vous, Michel Chapoutier. Comment se porte aujourd'hui le secteur viticole en France? Est-ce que c'est un secteur en crise? Alors, on parle souvent de crise de surproduction. S'il y a certains endroits crise, je pense qu'il y a plutôt une crise de sous-commercialisation. La question, il y a des fois des produits qui ne trouvent pas acheteurs, alors que le monde consomme et on n'est pas assez orienté à l'export historiquement. Il y a une déconsommation des vins rouges, mais même dans les régions qui sont dites sinistrées, où la crise est plus marquée, eh ben vous avez au milieu des acteurs qui surperforment. C'est-à-dire que c'est assez intéressant, on a vraiment ce côté à deux vitesses. Entre des gens qui ont pris un coup d'avance sur la réaction de la demande du marché, et après une organisation des fois qui est un peu lente à observer les marchés et à réagir. La consommation, je rappelle juste, hein, quand j'ai commencé dans le métier, on était à 100 litres par tête d'habitant, aujourd'hui on est à 35, et donc la déconsommation des vins rouges en France est normale, parce que le vin est devenu une culture et non plus une boisson. Et à côté de ça, ben, il va falloir que l'on se tourne vers l'export. Ouais. Et pour parler de tout ce que venait de dire Michel Chapoutier, on va aller chez vous, Florence Lassarade, pour débuter ce débat. On va parler de la crise qui traverse le vignoble bordelais, frappé par une surproduction. Des petits viticulteurs n'arrivent plus à vendre tous leurs vins rouges alors qu'ils représentent 80% du vignoble. Les syndicats de la profession essayent d'obtenir des aides de l'État pour les aider à s'en sortir. Dans l'Entre-deux-Mers et à Bordeaux, on regarde ce reportage de Jonathan Dupriez. Bastien Mercier est fier de son Bordeaux rouge. Celui-ci, on est sur le 2021, 4 fois médaillé d'or, au concours de Paris, Lyon, Mâcon, Bordeaux. Et c'est du vin que l'on a du mal à vendre parce que 2021 ne bénéficie pas d'une belle réputation d'année alors qu'elle est qualitative. Tout millésime confondu, 6000 hectolitres stockés dans ces cuves ne trouvent pas preneur, l'équivalent de 800 000 bouteilles. Comme d'autres vignerons de la région, Bastien produit trop de rouge alors que la demande a fortement baissé. Covid, marché chinois en berne. Quant à la consommation des Français, elle a chuté d'un tiers en 10 ans. La grande partie de la population, en effet, se concentre sur les blancs, les rosés, les créments qui sont aujourd'hui vraiment à la mode. Et donc, bien sûr, les rouges sont un peu plus délaissés. Un désamour des rouges qui a plongé Bastien Mercier en situation critique. Placé en redressement judiciaire, son exploitation accuse 1 million d'euros de dettes. Seule solution pour lui, arracher des vignes contre une prime de l'État. On prévoit de diviser par 3 la production de l'exploitation. Donc nous étions à 65 hectares, nous avons lâché environ 19 hectares de fermage et on veut en arracher autant pour éviter de continuer à faire des frais. Cet arrachage primé, Frédéric Arinaud, 65 ans, le réclame lui aussi. Faute de quoi, il ne pourra pas partir à la retraite. Je ne scrute pas l'horizon, je scrute l'avenir. La crise de surproduction du vignoble bordelais a aussi fait chuter fortement le prix des terres viticoles. Frédéric possède 19 hectares de vignes qui ne valent quasiment plus rien. Or, il tablait sur la vente de ces terres pour compenser une très mince retraite agricole de 550 €. À l'heure actuelle, si on a des propositions sérieuses, on est plutôt sur la base de les dernières transactions sur la base de 6 000 € l'hectare. Alors qu'il y a 6-7 ans de ça, à 25 000 € l'hectare, n'importe quelle vigne partait à ce prix-là, quoi. Autrefois, on avait un capital de sortie qui nous permettait de compenser le manque à gagner par rapport à la retraite. Aujourd'hui, c'est retraite faible et capital zéro. Derrière les vignerons, l'interprofession des vins de Bordeaux porte le fer pour obtenir des aides d'urgence auprès du gouvernement. Appuyé par les vignobles de Loire, du Rhône, le syndicat du Bordelais espère obtenir de l'État 10 000 € par hectare de vignes arrachées, mais aussi des aides à la distillation des surplus d'alcool pour réguler le marché. Arracher une vigne ou détruire du vin que l'on a produit, c'est un arrache-cœur pour les vignerons. C'est juste de la régulation économique qui est difficile à mettre en place, mais qui permettent à des entreprises de se sauver, de passer un mauvais cap, de restructurer leur entreprise. Si l'avenir est incertain pour ces vignerons, Pierre de Roquefeuille ne baisse pas les armes. Le jeune viticulteur a repris l'exploitation familiale depuis 10 ans et s'est lancé dans une diversification de sa production. Pour rendre le Bordeaux plus attractif et en changer le goût, il a planté du Malbec, un cépage peu courant dans les assemblages de vins de Bordeaux. Le Malbec, c'est pour changer les profils des vins. On est sur des vins, on va rechercher des vins épicés.
des vins goulayants, et puis pour tester autre chose, parce qu'on se rend bien compte que le merlot à outrance, aujourd'hui, on a du mal à le vendre, donc il faut trouver des nouvelles idées. Pour Pierre, le vignoble bordelais doit progressivement se remettre au niveau du goût du consommateur. C'est le consommateur qui fait le produit. Je disais, nous ici, la propriété, ça a commencé à vraiment marcher à partir quand les baby boomers sont arrivés sur le marché de la consommation. Ils s'en vont, ça marche moins bien. Il faut trouver la boisson qui plaît à la nouvelle génération. Paradoxe de la crise, les grands crus du Bordelais sont épargnés. Ces fleurons du luxe à la française pèsent 60% des exportations de Bordeaux. À terme, ils pourraient être amenés à contribuer pour aider les viticulteurs les plus en difficulté. Et voilà pour ce sujet qui pose beaucoup de questions, hein. Évidemment, on va y revenir tout au long de ce club. D'abord, on le voit, Florence Lassarade, trop de rouge, pas assez de consommation. Est-ce que le vignoble bordelais est en crise aujourd'hui ? Oui, je pense que la fermeture du marché chinois, en particulier avec le Covid, ça a été le révélateur de la crise. Il n'y a plus la Chine, on ne vend plus. C'est sûr que les Français n'ont plus forcément appétence pour ce vin rouge qui, je le disais avec Michel Chapoutier, est de plus en plus puissant. Donc, il y a aussi ce problème. Mais c'est vrai que l'autre jour, j'étais dans le Médoc, voir quelques maires. Quand on est à Saint-Julien-Bechevel, à Margaux, on n'a vraiment pas le même son de cloche que quand je suis dans l'entre-deux-mers, chez moi, par exemple, avec Bastien Mercier, que je connais bien. Moi, j'ai simplement, à un moment, dit il y a un cri d'alarme des viticulteurs. Je suis allée à une réunion en juin 2022, où 200 viticulteurs s'étaient vraiment réunis pour demander l'arrachage, pour réclamer l'arrachage, et il y avait une ambiance quasiment suicidaire dans la salle. Donc il faut quand même prendre ces cas en compte. Ça ne veut pas dire que l'interprofession, globalement, va mal. Le vignoble de Bordeaux garde son côté prestigieux, va bien, mais il y a quand même comment dire, pas une viticulture à deux vitesses, mais une adaptation au marché qui doit se faire et peut-être, comme le disait Pierre de Roquefeuille, adapter aussi Oui, on va y venir. Hein. On va y venir, mais au goût du consommateur. C'est le consommateur finalement qui doit guider. On ne doit pas forcément rester sur des choses trop contraignantes. Ça veut dire qu'il faut changer pour les viticulteurs. Il faut qu'ils changent leur manière de faire du vin. Pas forcément la manière que si vous prenez là toutes les médailles qu'a eu Bastien Mercier sur les salons ou autres, c'est un vin qui est excellent. Mais il faut peut-être se diversifier plus. Il fait du crément. Il est plus adapté aux attentes des consommateurs ? Juste, déjà, regardons comment a évolué la consommation. Vous regardez la jeune génération, votre génération, vous êtes des personnes qui avaient appris à déguster des produits, à boire des produits qui sortaient du frigo. D'où l'explosion des blancs. Avoir des produits soda, donc d'où l'explosion des produits d'effervescence. C'est-à-dire les créments, les cocktails, qui sont tous gazeux, les cocktails. Hein, et le rouge. Alors le rosé prend la place importante, qui est en train de se tasser. Mais le rouge, quand vous dites je mets le rouge en glace, les gens disent non, mais c'est un sacrilège, on ne met pas un rouge en glace. Et ça veut dire que le rosé, beaucoup de gens ont voulu faire du rosé, mais la Provence, qui avait un coup d'avance, garde son leadership et a une approche presque un peu à la champenoise, très marque. Et à côté, derrière, les gens qui font du rosé, c'est presque de la seconde division, même s'ils sont des mêmes niveaux de qualité au niveau reconnaissance client. On revient sur le vin rouge. Les gens ne veulent pas boire. C'est-à-dire le consommateur qui consomme de temps en temps ne veut pas boire des produits à température d'ambiance de la pièce. Alors, les connaisseurs, ça ne les dérange pas. Ils aiment avoir leur grand rouge qui paye cher. Mais les appellations régionales, on parlait de Bordeaux, mais tous les rouges... tous les vins rouges d'appellation régionale qui sont dans cette gamme-là, hein, il n'y a pas que de la gastronomie, il y a de la bistronomie, il y a aussi... il faut aussi des vins qui correspondent à ce marché-là. Donc, on ne peut pas arracher la vigne pour la replanter. Alors, il va y avoir des obligations d'arrachage qui vont être nécessaires vis-à-vis de ces gens qui sont dans la grande peine. Mais si on veut adapter le produit, il faut trouver des moyens d'adapter le produit sans obliger à restructurer le vignoble. Ça coûte 25 à 30 000 euros. Vous imaginez ces gens qui ont planté à 25 000 euros l'hectare, qui vendent à 6 000 euros l'hectare, c'est inconcevable. Et donc, on va arriver sur des logiques où il faut dire le claré, les rouges clairs que l'on ose mettre en glace. Regardez,
L'Alsace, on dit les rouges ne se vendent pas. En Alsace, ils n'ont pas assez de rouge. Parce que les gens, ils ont pris l'habitude de mettre le pinot noir en glace, il n'y a aucun problème pour eux. La Loire, ils ont des rouges qu'ils savent, qu'ils ont appris aux clients de mettre le rouge en glace, parce que le consommateur ne boit pas de rouge parce que c'est pas qu'il n'aime pas le rouge, c'est qu'il ne veut pas boire un vin à température. Un vin à température, ou alors un vin cher avec toute la cérémonie du haut de gamme. Mais on a besoin dans la pyramide de ces vins plus simples. Autrement, le monde du vin va mourir par snobisme. Donc il faut laisser une place, il faut défendre. Il faut repenser. Il faut repenser, mais il faut garder. Et est-ce qu'il faut rééduquer les consommateurs aussi? Il faut rééduquer les consommateurs et la profession. Parce que si vous regardez, il y avait une pyramide où les vins d'entrée de gamme avaient une place au socle. Tout le monde a voulu faire des AOC, des AOC, des AOC. Et maintenant, on a une pyramide à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur des vins qui correspondent aux besoins du consommateur. Et au prix que peuvent mettre les consommateurs? Alors le prix, vous savez, quand je vois des AOC à 2 €, ça me choque. Ça me choque parce que combien les gens... on n'a qu'à boire un peu moins, hein, et puis il y a le monde entier, mais c'est pas normal de trouver des bouteilles à moins de 3 €. C'est pas normal, quand vous voyez tout le prix. Un mot là-dessus. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais avec les vignerons indépendants de Gironde l'autre jour, et c'est vrai qu'ils ont frappé les esprits en montant une bouteille de vinaigre, une bouteille de jus de pomme, une bouteille de bière, qui était toute plus chère que la bouteille de vin très correcte qui était à côté. Un kilo de pâtes, c'est quoi? C'est vrai. Donc, est-ce que moi, quand je suis allée effectivement à Tain-l'Hermitage, j'ai remarqué que un certain niveau de vin prestigieux était accepté au prix auquel il est vendu, et ça permet de tirer vers le haut les prix de la coopérative voisine également. Parce que les coopératives, c'est important aussi en Gironde. Si je prends l'exemple de Tain-l'Hermitage, on a une coopérative leader qui a toujours réinvesti, qui est très dynamique et qui tire avec nous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas suiveur. Elle n'est pas dans la logique de suivre. Elle est extrêmement dynamique. L'autre question posée par ce reportage de Jonathan, et c'est évidemment lié, c'est la question de l'arrachage des vignes. Arracher les vignes contre une prime de l'État. Est-ce que pour vous, c'est la solution, Florence Lassarade? Quand on se promène en Gironde, je l'ai fait pas mal pour ma campagne sénatoriale, par exemple, puis je circule, il y a énormément de flavescence dorée, c'est-à-dire qu'il y a des friches, il y a des vignes complètement en friche. Soit parce qu'elles n'ont pas de repreneurs, soit parce que simplement le vigneron n'a pas les moyens de traiter. On en est là. Donc je pense que déjà il y a cet arrachage sanitaire qui est nécessaire. Sinon, qui n'est pas très compliqué. Par contre, arracher, je pense que on arrive aussi à un moment où la moitié des viticulteurs sont pratiquement à l'âge de la retraite. Non plus moyen de revendre, hein, il nous a bien expliqué. Il comptait sur cette revente pour vivre de la retraite, parce que les retraites agricoles sont quand même très faibles. Donc c'était un mécanisme qui n'existe plus. Donc certains réclament l'arrachage pour cette raison. Mais c'est vrai que quand on voit combien coûte un plan de vigne à exploiter et qu'on l'arrache ensuite pour presque rien, c'est un problème. Ça peut être une solution sur une petite partie, peut-être 10% du vignoble bordelais, ce qui a été planté dans les palus, dans des zones qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Après, on ne peut pas arracher n'importe quoi. On a trop planté, on a mal planté. Quand on pouvait emprunter de l'argent, ça rapportait de l'argent. Là, à l'époque, ça a été beaucoup planté. Quand je suis arrivée dans la région, c'était... Dans ces terroirs-là, qui sont moins intéressants pour faire des Bordeaux structurés et concentrés, ce sont peut-être des terroirs adaptés pour faire des Bordeaux style claré. C'est-à-dire que le principe d'un rouge léger, et ça veut dire que ça serait une approche, je crois que Bordeaux partage son nom claré, parce que ça serait une approche nationale sur les appellations régionales pour lancer un produit, un rouge plus léger, qu'on est décomplexé, que l'on met en glace. C'est sans doute une piste. Hein. On avait le claret de Quinsac qui était très à la mode. Le claret et le clairé. Il y a le rosé foncé et le rouge clair. Qui était un vin quand même très apprécié dans les années 80, qui a complètement perdu. Mais sur l'arrachage, du coup, Michel Chapoutier, qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'arrachage? Est-ce que ça peut être une... Tout le monde ne réclame pas. Très réservé, mais entre deux mots, entre les 160 millions que le ministre propose de mettre dans la distillation seulement, dans du conjoncturel, en prenant 2 fois 40 millions dans la cagnotte qui permet normalement d'aider à exporter et de restructurer les outils de production, on est plutôt réservé. Mais si tout va sur la distillation, ça ne règle pas du tout le problème.
Alors je sais bien, à la décharge du ministre, c'est qu'il cherche les outils qui permettent de financer de l'arrachage. Je crois qu'il y a un problème technique là-dessus. La flamescence dorée, c'est facile, parce que là, c'est incontestable. Mais nous, notre position au niveau des négociations, c'est de dire, écoutez, soyez peut-être un petit peu plus sévère sur l'approche distillation, parce que si l'enveloppe, elle n'est que là, eh ben, gardez des sous pour le structurel, comme dit Alain Lafarge. Et c'est-à-dire, la logique, ça serait quasiment, si on n'a que 160 millions, c'est de faire du moitié-moitié. Donc, il va falloir être un peu plus sévère sur les approches de distillation et pour en garder après pour le structurel. Ouais, on va revenir là-dessus, puisqu'effectivement, ça fait partie des solutions du gouvernement. Mais on l'a vu, et vous en avez parlé, Florence Lassaradde, dans ce reportage, cet agriculteur qui disait compter sur l'arrachage justement pour compenser sa mince retraite agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de viticulteurs qui ne s'en sortent plus et qui doivent jeter l'éponge ? La Chambre d'agriculture en Gironde a recensé plus de 1300 agriculteurs en difficulté, dont un tiers, en gros, veulent l'arrachage et fermer leur entreprise. Hein. C'est à peu près ce qui a été... Les tiers sont de la retraite. Oui, qui sont en porte de la retraite et qui ont ce double problème. Et qui n'ont pas la reprise. La génération suivante voit quand même leur père dans le marasme et ne se sent pas forcément... prêt à tous ces sacrifices. Donc il y a un problème de renouvellement de génération dans la viticulture ? Enfin, dans l'agriculture généralement, hein, mais dans la viticulture. Je pense qu'il y a un problème à côté. Dans le temps, la pyramide des âges, on la connaît, et ben, moins en moins de viticulteurs ou d'agriculteurs, compensés par des domaines de plus en plus grands, on arrive à un niveau où les exploitants ne veulent plus grandir. Être plus grand, c'est plus de problèmes. C'est des problèmes sociaux, c'est des problèmes etc. Et les gens ne veulent plus avoir des salariés. Il y a aussi cette approche-là en disant j'ai mes 2 salariés historiques, reprendre le domaine d'à côté, je vais prendre 2 salariés plus, je ne veux pas avoir ce problème-là. Et on vous en avait un peu parlé, Michel Chapoutier, mais la filière Marion, ça fait longtemps qu'elle alerte sur ces difficultés, les difficultés qu'elle traverse. Elle semblerait enfin être entendue ? Eh bien oui, Oriana, les négociations sur ce sujet devraient d'ailleurs aboutir très bientôt au cours du Salon de l'agriculture. Le gouvernement devrait faire plusieurs annonces pour aider les vignobles bordelais et languedociens dans les grandes lignes. Ce plan de soutien apporterait une aide pour tenter d'éponger le surplus de vin qui stagne dans les cuves. L'idée, c'est en fait de financer la distillation de 2,5 à 3 millions d'hectolitres de vin pour le transformer en alcool pharmaceutique ou alimentaire. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de la FNSEA. Et Michel Chapoutier, vous le disiez, il y a des aides financières ? Oui, un chèque de 160 millions d'euros a également été promis par le ministre de l'Agriculture sur l'enveloppe de 200 millions d'euros que réclamaient les professionnels du secteur. Enfin, concernant l'arrachage des vignes, les primes n'existent plus au niveau européen, mais le gouvernement se dit prêt à activer 2 leviers. L'un pour favoriser la diversification des cultures ou la mise en jachère pour accroître la biodiversité. L'autre pour limiter les risques sanitaires liés aux vignes abandonnées. Mais toutes ces modalités restent pour l'instant en discussion, Oriane, et aucun montant d'aide n'a encore été officialisé. Merci Marion. Est-ce que c'est à la hauteur, Florence Lassaradde, et je vous fais évidemment réagir après Michel Chapoutier? Non, je crois que... Enfin, bien sûr, c'est déjà un premier pas, mais c'est toujours un crève-cœur. On l'a vu déjà pendant le Covid, la distillation, c'est un crève-cœur pour les viticulteurs. L'arrachage, on en a parlé. Ce qui est important, c'est de, comme disait Michel Chapoutier, c'est d'aider à la commercialisation. C'est ça, c'est ces pistes et se pencher sur ce que veut le consommateur. Je crois que c'est également intéressant parce que chaque crise va amener des demandes de distillation. On n'en est pas la première, on n'est pas la dernière. Et je pense pas. Les chais sont pleins. Là, on a 2 à 3 ans de récolte dans les chais. Donc forcément, il faut trouver une solution. Mais c'est une solution immédiate. C'est pas une solution à long terme. Je pense qu'il faut regarder également vers le long terme. Oui, actuellement, il y a eu une distillation sur 2020, déjà de 260 millions d'euros. Derrière, on a eu une année de gel. Donc 2021 n'est pas une grosse année. Et on est en train de repartir sur une distillation. On va le faire tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Il est certain que le structurel... La question doit être sur le structurel et non pas sur le conjoncturel. Mais la vraie question est de dire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va faire tout ça? Ou enfin, on se pose des vraies questions. Que veut le marché? Comment devons-nous nous adapter? Il faut que les gens soient beaucoup plus dynamiques pour se tourner vers l'exportation. Justement, on en est où aujourd'hui de l'exportation? Est-ce que les vins français continuent de bien se vendre à l'étranger? Ils se vendent même mieux que bien. Mieux que bien. Après, il faut
il faut aussi, dans le segment des AOC, les appellations régionales, prenez Bordeaux régional, Côte-du-Rhône, ou toutes ces appellations régionales doivent avoir un statut intermédiaire avec une souplesse au niveau des cahiers des charges. On parlait de l'exemple de Bordeaux, la Chine veut des vins édulcorés. On va laisser ça à nos collègues espagnols et italiens, ou des appellations régionales pourraient avoir cette dérogation de mettre juste 3-4 grammes de sucre pour correspondre au goût. Vous avez tout un tas de capacités. La désalcoolisation va se poser le problème. Moi, je ne serais pas choqué que les appellations d'origine contrôlée au niveau régional, donc les grandes volumétriques, puissent dire nous, on peut partiellement désalcooliser nos vins pour avoir des vins plus légers. Donc, il faut sortir de nos dogmes. Et surtout, il faut se bouger. Parce que ces sous-là, si on nous les avait donnés pour aller exporter, je peux vous dire qu'on n'aurait pas ces problèmes aujourd'hui. Je rappelle que les taxes Trump, l'État a donné 0 à la vanne. 0. Ça a coûté 1 milliard à la filière et l'État n'a rien donné. Et aujourd'hui, alors, vous voyez, c'est pareil. Au niveau des aides de la PAC, on n'a pas d'aide quand on fait le salon de Wine Paris. Un très gros salon qui va devenir probablement le plus gros salon des vins. On devrait avoir à peu près tous les exposants parce que ça va devenir le plus gros salon au monde du vin. C'est le premier pas pour aller exporter. Parce que ça permet à moindre coût d'avoir une multitude de contacts. Le futur, c'est pas la France. On va continuer à voir baisser. Le futur, c'est l'exportation. Et l'exportation nous attend. Mais il faut y aller. Et un mot rapidement là-dessus, avant une dernière question, Florence Lassarade, sur l'exportation, parce qu'on entendait dans le reportage de Jonathan dire que les fleurons des vins bordelais, ils ne sont pas touchés, ils sont moins touchés en tout cas par les problèmes, et ce sont eux qui s'exportent. Mais tout le monde s'exporte. Là, ça commence à frémir côté chinois. On espère exporter. C'est un très gros marché. Donc, les fleurons, ils sont constamment là. Mais les petits peuvent y aller aussi quand c'est ouvert, quoi. Mais c'est vrai que si la Chine ferme régulièrement, c'est un sujet. Là, ne parlons pas de la Russie. Il faut remarquer aussi que les acteurs qui ont investi très tôt dans l'énotourisme ne sont généralement pas en difficulté. Même à Bordeaux, j'ai fait un tour à Bordeaux, avec Bordeaux Tourisme, de différents caveaux, et on s'est rendu compte que ces gens-là étaient beaucoup moins touchés. Parce que l'énotourisme est aussi une voie qu'il va falloir défendre. C'est-à-dire, c'est un circuit court, c'est de la vente au particulier, et c'est de la vente. Pour aider la filière, il faut apprendre à vendre cher. Il faut que les gens acceptent à payer le prix d'un produit. Un dernier mot, Florence Lassarade et Michel Chapoutier, puisqu'on parlait de l'avenir, on parlait de la diversification de la production pour répondre aux attentes des consommateurs, mais est-ce que dans la diversification de la production, il va aussi falloir tenir compte du réchauffement climatique? Est-ce que ça repense complètement les vignobles, et notamment le vignoble bordelais? Le problème, c'est que tout le monde arrive à faire du vin, même maintenant en Angleterre ou en Suède. Donc, sur le marché européen, par exemple, ça va forcément limiter les consommations de vin bordelais, c'est sûr, mais on a un problème de sécheresse qui limite les rendements. On ne peut pas arroser un vin en AOC, alors que les vins en IGP peuvent bénéficier de l'arrosage. Mais je reviens sur le degré d'alcool. Il monte, on a quand même des difficultés à contenir même sur les vins rouges, les vins blancs aussi. C'est ça le problème du réchauffement climatique. D'où l'intérêt d'être tolérant et ouvert aux nouvelles techniques de désalcoolisation. Mais est-ce que le réchauffement climatique, ça va repenser la viticulture? Mais ça va repenser la viticulture sur le mode de travail. L'irrigation sera incontournable. Et l'irrigation, c'est pas forcément le pompage. L'irrigation, personnellement, j'ai 5 vignobles en Australie. C'est beaucoup plus sec qu'ici. Et on a toujours travaillé sur la captation des eaux de pluie. Et lorsque vous avez de plus en plus d'épisodes sévenols avec des grosses pluies, réellement, en même temps, quand vous captez les eaux de pluie, vous protégez en aval les villes. Donc, le problème d'eau, qu'on arrête de dire que l'agriculture vole toute l'eau. Les bassines, c'est incontournable et le futur de l'agriculture. Merci beaucoup pour ce débat. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous si vous voulez bien. On va regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux.